Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, votre rendez-vous PSG. On va revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain pendant 1 heure, 61e numéro du podcast. Et dans le sommaire de l'émission, on parlera du débrief du match hier entre Nice et le Paris Saint-Germain, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. En deuxième sujet, on parlera un peu des nouvelles informations concernant l'affaire qui englobe Neymar et Álvaro González, de nos confrères brésiliens. Et on terminera sur une partie mercato, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de rumeurs qui circulent, il y a quand même quelques noms qui reviennent et on en parlera avec toute l'équipe. Et justement, l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, on commence avec Mousse. Comment ça va, Mousse, en ce lundi? Salut à tous. Bon, écoute, ça va bien. Il fait encore beau en plein mois de septembre, donc on en profite un petit peu. Enfin, on en profite. On essaie en tout cas. Et c'est rare d'avoir encore du soleil en mi-fin septembre comme ça. C'est assez rare sur Paris, en Bon, tout cas. apparemment, ça va pas durer, donc on Ouais. profite des derniers instants. J'en parlais justement avec Yacine Amned. Salut Yacine, ça va? Salut à tous, ça va? Ouais, apparemment, il refait moche à partir de mercredi. Donc, profitez, les Parisiens qui nous écoutent, sortez les 2 prochains jours parce qu'après, va falloir sortir le parapluie. Et enfin, avec nous, évidemment, Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico? Salut tout le monde, ça va? J'ai pas trop révisé la météo, je pensais qu'on parlait PSG, donc je suis un peu surpris. Ouais, mais ça fait comme Paris a gagné, il fait beau, tu vois, c'est des éléments positifs. On a eu quand même Ok. des dernières semaines un peu compliquées, hein. On a eu une semaine un peu de merde pour rien cacher, hein, on va dire. Là, ça fait plaisir d'avoir une victoire 3-0 à débriefer quand même. Un match Bah, maîtrisé. il fait beau chez moi aussi, hein. Je suis pas très loin, je vous le dis, voilà. Soyez rassurés. Bon, bah. Oui, Mousse. Je constate que Nico est aux couleurs d'un club célèbre dans le sud de la France. Je tenais juste à le souligner. Je ne sais pas ce que ça fait là, mais bon, pourquoi pas? Quel coup bas. Numéro 13. Tu vas te manger quelques commentaires comme ça, c'est bien. Et tu vois, il dirige déjà les commentaires vers un des chroniqueurs. Comme ça, il est tranquille, il sera laissé tranquille sur les commentaires. On va donc Je parler. plaisante, évidemment. On va parler d'un autre club du Sud qui a affronté le Paris Saint-Germain hier. C'était Nice, hein, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Hier, victoire nette et sans bavure. Hein, le PSG qui a largement dominé son vis-à-vis niçois hier. Une compo du Paris Saint-Germain en 4-4-2, un retour au 4-4-2 qui avait bien fonctionné l'année dernière, avec les retours de Mbappé et de Verratti dans le 11. Mousse, on peut dire que le PSG a largement dominé Nice, hein, victoire logique. Enfin, un match maîtrisé pour le PSG en Ligue 1 cette saison. Ouais, c'est ça. Ben, on l'avait dit que le PSG montait crescendo, surtout au niveau physique. On aurait pu avoir quelques craintes sur Mbappé parce qu'il a pas pu s'entraîner collectivement suite à son test positif en équipe de France. Et, force est de constater qu'il avait quand même des jambes et qu'il a fait lui aussi un bon retour, un bon match. On a parfois été critique envers Kylian Mbappé. Quand c'était le cas, on l'a dit, mais il faut le dire aussi quand il fait un bon match. Et hier, alors je dis pas que tout a été parfait, en tout cas pour Kylian, mais vu le manque de rythme qu'il avait, etc., et vu qu'il avait en face de lui Youssef Attal, même si lui aussi, hein, beaucoup s'en sont étonnés hier, mais lui aussi revient d'une blessure, donc je pense qu'il n'était pas prêt physiquement, parce que c'est quand même quelqu'un de très rapide, Youssef Attal, et on a pu constater quand même qu'il a mangé 3-4 accélérations de la part d'Mbappé. Donc je clôt le chapitre Mbappé pour dire que collectivement, l'équipe a fait plutôt une bonne rencontre, tout dans la maîtrise. Et ce qui m'a plu aussi, c'est la variation dans le jeu. Là où dans les matchs précédents, peut-être que voilà, on n'arrivait pas à trouver des solutions. Là, on est passé par les côtés, on a joué court, jeu long, bref, bon match face quand même à une équipe de Nice qui a, bon, j'allais dire qui a rien proposé, mais c'est presque ça. Avant de rentrer dans les débriefs de prestations individuelles, Nico, de revenir sur Mbappé, évidemment, qui a fait un gros match pour son retour. Comment tu as trouvé les Parisiens, toi, sur l'ensemble du match par rapport à ce qu'on avait vu contre Lens et contre Metz, évidemment, avec le retour de certains joueurs? Ouais, comme le dit Mousse, le retour de certains joueurs, la maîtrise globale de la rencontre. Après, c'est pas encore le match maîtrisé comme on peut l'avoir déjà vu avec Paris. On sent juste que cette équipe est en train de monter en puissance. Il y a eu quand même pas mal de situations pour les Niçois, ce qui prouve qu'il y a encore des axes de boulot, il y a encore des conditions physiques à parfaire. Mais c'est vrai que globalement, c'est le meilleur match de la saison en termes de maîtrise. En termes de sérénité aussi, voilà, moi, c'est ce qui m'a surtout plu, c'est que j'ai vu des joueurs vraiment tranquilles du début à la fin. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils l'ont bien fait globalement et bien aidé aussi, je pense, par des Niçois un peu timorés qui m'ont un peu déçu également. Toi aussi, Yacine, tu fais la même analyse du match hier? Ouais, moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est la maîtrise du rythme. Quand tu n'es pas prêt physiquement, il faut être capable de compenser. En fait, ils ont, eux, dicté le rythme du match.
Alors, j'ai vu que la possession de balle, elle était presque équilibrée à la fin du match, mais je crois qu'en première mi-temps, elle est beaucoup plus À la importante. fin, à la fin, en tout cas, ça termine à 50-50. Hein. Ouais, voilà. Mais en première mi-temps, je crois qu'il y a une grosse possession. Et en fait, c'est bien parce que ça veut dire que dans l'intelligence, dans la gestion du match, ils ont été bons. À savoir qu'ils ne pouvaient pas répéter les efforts et répéter les courses, mais en tout cas, ils ont géré le rythme du match en accélérant de temps en temps, en changeant de rythme quand il fallait. Et finalement, c'est le plus important. Même si, effectivement, comme l'a dit Nico, Nice, c'est quand même, je pense, l'équipe qui s'est créée le plus d'occasions contre le PSG. Donc c'est un peu paradoxal, c'est le moment où tu penses, enfin, où tu analyses que tu as la meilleure maîtrise, mais le moment où l'équipe adverse se crée le plus d'occasions, parce qu'il y a quand même Navas qui fait 2 arrêts importants. Voilà, après c'est bien parce que ça a permis aussi de ne pas faire jouer certains 90 minutes. Et puis surtout, c'était la fin d'une série de 4 matchs en 10 jours. Et là, ils vont avoir une semaine pour préparer Reims avec le retour de Neymar Mbappé. Voilà. Et puis, en fait, le truc, c'était physiquement, Paris avait eu la préparation pour la Ligue des Champions, la coupure. Et la coupure, en fait, ils ne repartaient pas de zéro. Donc, on savait qu'ils allaient revenir un peu plus vite qu'une préparation normale. C'est pas 6 semaines. Voilà, il fallait les 4 jours, les 4 matchs en 10 jours, c'était presque comme si on faisait des matchs amicaux, mais avec une obligation de résultat. Voilà, ils arrivent au bout de cette série et ça va aller de mieux en mieux, en espérant que ça tienne quand même pour certains joueurs. Rentrons sur le cas Mbappé, Nico, qui a fait un. Ça va, Mousse? On t'a vu que tu t'es déconnecté un moment, t'as eu ton téléphone. Un appel? Voilà, comme d'habitude. Je suis désolé. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit revenu. Nico, c'est vrai qu'on parlait de Kylian Mbappé, hein, qui avait eu une semaine d'arrêt dû à son test positif au Covid en équipe de France. Hier, il a été bien en jambes, explosif, percutant, décisif. Ouais, il a fait énormément de mal à Attal sur son vis-à-vis qui était en arrière droit. Je pense que ça confirme aussi en même temps que Youssef Attal, qui a été une piste côté PSG en arrière droit, on le voit dans une défense à 4. C'est compliqué de défendre pour Youssef Attal, qui est plus un ailier on va dire, par ses qualités. Il a été intéressant et c'est surtout un joueur, on le sait, qui fait reculer les défenses. Et c'est aussi pour ça que le Paris Saint-Germain a fait ce match hier. Ouais, j'ai vu des commentaires assez sévères sur Attal. Déjà, voilà, il revient de blessure. Il est dans une équipe qui subit le jeu dans la rencontre globalement. Et puis en face de lui, il a un Mbappé qui était juste à un niveau qu'on n'attendait pas forcément pour un retour. Il n'avait pas joué depuis 2 semaines, Mbappé, avec a priori donc un arrêt d'activité pour ce Covid. Et on a vu le Mbappé qu'on aime bien en fait, hein, qui est simple, qui va défier son adversaire, qui fait reculer tout le bloc adverse, et puis qui n'hésite pas également à aller chercher les partenaires, même s'il a été un petit peu plus égoïste en deuxième mi-temps. Mais oui, c'était étonnant. En tout cas, on voit clairement que le PSG, quand il est privé et de Neymar et de Mbappé, c'est compliqué. Et que dès que vous en rentrez un des deux dans le 11 de départ, c'est plus du tout la même équipe. Donc ça fait du bien, ce retour. Et puis surtout, ça donne beaucoup je pense, de sérénité à toute l'équipe et de confiance même à Tourelle, parce que là, il a déjà un joueur qui est prêt, en fait. Il n'y a plus qu'à maintenant à le faire monter en puissance, mais il est déjà à un niveau très, très satisfaisant. Mousse, c'est vrai que c'est rassurant que physiquement, on l'ait vu comme ça. Mbappé, c'est rassurant que voilà, il était bien en jambes, qu'il est percuté. Alors, il est sorti à la 79e, évidemment, remplacé par Sarabia, mais il a fait 80 minutes de bonne facture et on le voit notamment sur la première action qui amène le penalty. Et il met le petit pont à Attal et il défie après Thuram. Et puis, la deuxième occasion, c'est lui qui fait tout, hein, qui dribble 2-3 joueurs avant que Di Maria n'ait plus qu'à pousser le ballon au fond. Ouais, on sent qu'il avait il avait faim de ballon, faim de football. Ça a sans doute dû lui manquer. L'action qui amène le penalty, c'est des choses qu'on a déjà vues avec Mbappé, en fait. Et qu'on reverra sans doute sur les pelouses de Ligue 1 et d'Europe. Il est tellement rapide qu'une fois qu'il est dans les 16 mètres, le moindre contact, ça peut provoquer un penalty. Et c'est vrai que quand il n'est pas là, le jeu est peut-être un peu moins rapide, parce qu'hier, il a quand même ramené pas mal de vitesse. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir la confrontation avec Youssef Attal. Peut-être qu'avant sa blessure, ça aurait été peut-être plus compliqué. Je parle de celle d'Attal. Hein. Ça aurait été peut-être plus compliqué pour Mbappé de passer, tant ce joueur est aussi très très rapide. C'est pas Yacine qui va me contredire, hein, qui est d'origine algérienne. Mais non, Mbappé, évidemment. Et on a même pu le voir, d'ailleurs, certains ont peut-être dû être surpris. Il y a eu quelques petits échanges avec Baker. D'habitude, c'est Bernat
Baker, hier, il a fait un match un peu plus correct que ce qu'on a vu d'habitude. Ne me fais pas les gros yeux, Yacine. Tu parleras de Baker tout à l'heure. Il n'y a pas Cassine qui n'est pas d'accord. Ouais. Non, je n'ai pas dit, encore une fois, moi, j'essaye de trouver les petits points positifs. Évidemment que Baker, il n'a pas été aussi prolifique que Bernat dans les échanges avec Mbappé et même sur son couloir, évidemment. Mais quand même, défensivement, et là, je parle de Baker, je fais un petit écart sur Baker. Franchement, il a quand même été meilleur dimanche que les matchs précédents. Et là, je parle sur le côté défensif. Et même quand Kimpembe est sorti, c'était pas mal. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je pense que Baker ne sera pas latéral gauche sous Tuchel. Je pense qu'on attend le retour de Diallo. Et je pense peut-être que c'est Diallo qui va être installé. On verra. Mais sur Mbappé, en tout cas, tous les feux sont au vert. Il y a le retour la semaine prochaine de Paredes et de Neymar. Donc, ils vont pouvoir reformer la doublette. On verra ce que ça va donner. Mais là, je ne suis pas du tout inquiet pour Mbappé. Bien au contraire. Pour donner mon avis sur Baker avant de te laisser la parole. Oui, vas-y, bien sûr. Et quand même, les deux plus grosses situations de côté Nice sont venues de la gauche, avec le 1-2 entre Ronny Lopez et Gouiri, et Baker est complètement pris dans le dos. Et la frappe de Youssef Attal, qui est très belle du gauche en deuxième période, c'est aussi Baker qui se fait prendre par Youssef Attal sur le crochet. Et bon, petite parenthèse fermée. Tu as raison, mais on l'a aussi vu revenir et intercepter quelques ballons. Donc ouais, il y a eu à boire et à manger sur Baker, mais en tout cas, bon, c'était un tout petit peu mieux que ce qu'on a pu voir auparavant. Et je l'avais dit dans le podcast précédent, pour moi, évidemment, il n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. C'est à peine un bon remplaçant. Et quand je dis bon remplaçant, j'exagère un petit peu. Yacine, pour parler du danger que représente Mbappé, il y avait une anecdote intéressante de Habib Bey qui commentait le match pour Canal+, qui disait que lui, quand il avait été en duel face à Cristiano Ronaldo, et quand tu perds la confiance dès la première mi-temps, on voit Mbappé, il mange Youssef Attal, le défenseur, instinctivement, il recule de 3-4 mètres, et ce qui fait que tu n'es plus en confiance, et même à la fin, sur un crochet, je crois que c'est en milieu de deuxième période, il met un crochet à Youssef Attal qui se blesse sur l'occasion et qui est obligé de sortir. C'est vrai que c'est intéressant, ça exprime aussi ce que représente Mbappé pour les défenseurs. En fait, on l'avait dit contre l'Atalanta, c'est-à-dire qu'à son entrée, naturellement, l'Atalanta a reculé de 15 mètres. Parce que tu te dis, bah oui, il est tellement rapide que la profondeur, il faut la gérer, donc tu ne peux pas être trop haut. Et puis, il y a cette idée de dire, est-ce que je colle le joueur pour ne pas le laisser prendre de la vitesse, mais s'il réussit son contrôle, je suis mort. Ou est-ce que je prends du recul, mais en même temps, ça veut dire que lui laisser de la vitesse, donc c'est encore plus compliqué. De toute façon, hier, sans défendre Attal, parce qu'il a très mal défendu déjà dans sa position de corps, mais en plus, les couvertures, elles n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire que quand il était passé, le défenseur central de son côté, il n'était pas en couverture. Et Thuram, il ne venait pas au bon endroit pour le fermer. Donc, du coup, en fait, c'était trop compliqué. Maintenant, moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est le fait qu'effectivement, Mbappé, il te force à reculer. Mais en fait, ce qui a apporté hier Mbappé en dehors de sa prestation individuelle, c'est le fait que les attaques, elles pouvaient varier entre Di Maria et lui. Contre Metz, tout est passé par Di Maria. Et si tu bloques Di Maria, ce qui est compliqué, parce que c'est un très bon joueur, mais malgré tout, si tu arrives à bloquer Di Maria, il n'y a pratiquement plus de solutions. Là, il y avait ces deux solutions. Donc, quoi qu'il arrive, tu laisses toujours le doute à l'adversaire de te dire, s'il ne passe pas à gauche, il y a encore à droite. Donc, c'est aussi la variété que ça amène, ou en tout cas, les solutions que ça amène pour varier tes attaques. Et malgré tout, il y a aussi eu une ou deux fois où Icardi, parce que c'était tellement rare dans le match que voilà, Icardi, il a aussi servi de pivot, où il fait une belle remise où Mbappé veut frapper fort et il frappe au-dessus. Voilà, ça commence à se mettre en place et on sent malgré tout que le PSG est mieux aujourd'hui en Ligue 1 et tout de suite dans ce système de jeu, même s'il est différent de l'année dernière, à savoir que c'est pas un réel 4-4-2, c'est plutôt un 4-3-1, parce que Mbappé est beaucoup plus côté gauche que l'année dernière où il était beaucoup plus près d'Icardi. Et on a vu Draxler beaucoup aussi revenir dans le un peu. Toi, Nico, justement, sur le système tactique, le 4-4-2, donc une formation qu'a souvent utilisé Thomas Tuchel l'année dernière pour aligner ces 4 fantastiques, comment tu l'as trouvé dans l'animation offensive en tout cas? Hier, on bascule assez vite sur un 4-3-3 hein, quand Gay se blesse. Hein. C'est vrai que c'est un système, c'est pas un 4-4-2 flagrant parce que la position de Draxler était assez étrange. Un coup trop haut, un coup trop bas. Donc c'est vrai que Mbappé, lui, c'est beaucoup dézonné couloir gauche. Et ce qui est sûr, quel que soit le système, c'est là où il est le meilleur, moi je trouve. Mbappé à gauche, c'est un régal parce que, il peut prendre de la vitesse. 2, il peut se sortir un petit peu de
de la foule au milieu dans l'axe où parfois c'est compliqué d'exister. Là, il se met sur un côté, c'est du 1 contre 1 hier face à Attal, et là c'est du pain béni quand on a sa vitesse. Donc moi, je pense que c'est un axe sur lequel Tourelle doit énormément travailler, c'est ça, c'est pas enfermer surtout Mbappé dans l'axe. Alors je sais qu'avec le retour de Neymar, c'est tentant de mettre Neymar à gauche et Mbappé dans l'axe, mais je trouve vraiment que Mbappé sur ce côté, c'est là aujourd'hui où c'est là où on voit plus ses qualités et ce serait dommage de s'en priver. Mousse, pour continuer dans l'animation offensive, Yacine en parlait, André Di Maria aussi qui a fait un bon match, hein. Un but et une passe décisive. Il y a un chiffre qui ressort sur les performances de Di Maria, c'est 104. André Di Maria est impliqué sur 104 buts en Ligue 1 depuis le début de saison 2015-2016, 48 buts et 56 passes décisives. Seul Cavani, qui est à 125, et Mbappé 110, font mieux sur la période. C'est dire à quel point Di Maria, alors encore une fois, Neymar n'était pas là hier, donc même si Mbappé est revenu, le jeu quand même passait beaucoup entre soit Mbappé, soit Neymar, soit Mbappé, soit Di Maria, mais il a été encore une fois important et ça montre le rôle qu'il a et l'importance qu'il a au Paris Saint-Germain dans l'effectif. Bah ouais, tu viens de le rappeler, hein, comme lors du dernier match où effectivement Neymar n'était pas là. Quand Neymar n'est pas là, ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on demande aussi à des joueurs comme Angel Di Maria avec leur expérience, de prendre aussi un peu le jeu à leur compte. Le fait qu'évidemment, le fait qu'il y ait Mbappé, ça aide. Mais pour moi, Di Maria, il est indispensable, qu'il y ait Neymar ou pas. Alors évidemment, on le voit un peu moins quand Neymar est titulaire et on va pas s'en plaindre, hein, on ne dit pas qu'il ne faut pas que Neymar soit titulaire pour laisser toute la liberté à Di Maria. Ils ont aussi, sur certains matchs, combiné avec les 4 offensifs, notamment le début de saison dernière, où Thomas Tuchel installe le 4-4-2. Et on voit l'importance des 4 offensifs, parce qu'à l'époque, Di Maria fait des passes décisives, Icardi plante quasiment à chaque match. Et on a vu encore la complicité à l'époque entre Neymar et Mbappé. Donc le rôle de Di Maria, il est très très important. Hier encore, il est quasiment sur tous les coups. Ce qui est impressionnant, c'est le joueur, c'est qu'il n'a pas un gros physique, hein, il est plutôt frêle comme joueur, mais ce qu'il arrive à faire en 90 minutes, parce qu'il n'est pas avare de course aussi, Di Maria. C'est quelqu'un qui a beaucoup bougé sur le terrain. Et hier, on l'a dit, hein, dans la variation de jeu, ils ont quand même pas mal utilisé la largeur. On voyait un peu Di Maria et Mbappé changer un peu de côté. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, je voulais dire quelque chose sur Di Maria, j'ai oublié. Je laisse la parole à Yacine, ça va me revenir. Mais Di Maria, encore une fois, très très bien hier. Pas de problème pour Di Maria. Maintenant, il y a une commission de discipline qui va bientôt avoir lieu. Je crois que c'est cette semaine, hein, d'ailleurs. Mercredi, ouais. Voilà, mercredi. Si effectivement on se fie au texte de loi, on risque de le perdre un certain nombre de matchs. Et encore une fois, quand on voit l'apport de Sarabia ces derniers jours, c'est l'absence de Di Maria, moi, qui m'inquiète le plus, si effectivement la faute est avérée. Yes. Ouais, 2 choses. La première, sur Neymar, en fait, j'avais fait un papier là-dessus quand j'ai parlé de Di Maria, mais le truc, c'est que Neymar, en fait, les joueurs, ils le cherchent trop quand il est là. Et en fait, le problème, ce que j'expliquais dans le papier, c'est que normalement, quand tu as un joueur de la qualité de Di Maria, évidemment que Neymar, il attire les ballons, c'est comme ça dans toutes les équipes où il y a un très très gros joueur. Mais en fait, il faudrait justement profiter d'avoir la qualité d'un Di Maria pour éviter de chercher tout le temps Neymar et respecter le jeu. En fait, des fois, on ne respecte pas le jeu. On ne cherche pas Di Maria parce qu'il faut d'abord donner le ballon à Neymar. Et c'est en fait le reproche. C'est pour ça que le jeu du PSG, quand il y a Neymar, il est moins fluide. Parce qu'il y a des fois où les joueurs se forcent à chercher Neymar plutôt que de respecter ce qui doit être fait à ce moment-là. Et si c'est pas jouer avec Neymar, c'est pas jouer avec Neymar. D'ailleurs, Yacine, juste pour apporter de l'eau à ton moulin, rappelez-vous quand la saison dernière, Neymar était blessé. Rappelez-vous le nombre de buts et de passes décisives que se faisaient Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Pourquoi? Parce que le jeu était beaucoup plus direct en l'absence de Neymar. On sait que Neymar, il aime bien caresser le ballon, le toucher 2-3 fois, dribbler. Et là, quand il n'était pas là, souvent, il y avait eu un but extraordinaire sur un extérieur de Di Maria, je ne sais plus contre qui l'année dernière, où il ne voit même pas. Ouais, Mbappé, il plonge. Peut-être. Mbappé, il court. On a l'impression qu'il ne le voit pas. Il fait un extérieur. Et souvent, en l'absence de Neymar, Di Maria, il lève la tête. Il cherche l'attaquant. Souvent, c'était Mbappé, bien évidemment. Donc, le jeu est beaucoup plus direct entre Di Maria et Mbappé quand Neymar n'est pas là que lorsque Neymar est là avec Mbappé et Di Maria. Vas-y, Yacine, reprends. Et le deuxième truc, c'est sur les principes de jeu. Et en fait,
Quand je dis qu'il n'y a pas de principe de jeu au PSG, il y en a qui me disent ouais, la possession c'est un principe de jeu et tout. Non, en fait, le truc c'est ce qu'a dit Nico tout à l'heure, c'est que Mbappé sur le côté, il va percuter, il va éliminer, pouvoir rentrer, etc. En fait, un principe de jeu c'est quoi? C'est comment tu construis ton jeu pour isoler Mbappé, pour qu'il soit en 1 contre 1. Ce que fait très bien le Bayern, ce qu'a fait très bien dans l'histoire Barcelone, à savoir que ta préparation, elle est faite pour isoler le joueur et qu'il soit plus qu'en 1 contre 1 et pas en 1 contre 2 ou 1 contre 3. Parce que quand tu lui donnes la balle trop vite, évidemment que lui, c'est son jeu d'aller percuter et tout. Mais sauf que tu n'as pas fait de différence. Et, et en fait, c'est un peu le rôle qu'avait Neymar à Barcelone. Le jeu de Barcelone, il était dans la préparation, intérieure, un peu extérieure, et rapidement aller chercher un joueur côté que tu as isolé dans la construction pour qu'il soit plus qu'en 1 contre 1. Et quand je dis qu'il n'y a pas de principe de jeu au PSG, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que des fois, on donne les ballons à Mbappé avant d'avoir créé quelque chose. En gros, vas-y, tu vas vite, débrouille-toi. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le jeu, dans la construction, dans la réflexion en fait du jeu, de dire comment on fait pour, est-ce qu'on veut isoler, est-ce qu'on veut rentrer à l'intérieur, etc. C'est pour ça que quand je parle de manque de principe, évidemment qu'il y a quand même des principes parce que c'est une équipe professionnelle de haut niveau, mais c'est là que je dis qu'il manque des principes de jeu affirmés en fait. Nico. Tu les as un peu hier quand même, je trouve. Oui. Quand tu vois, mais ça fait même déjà, même contre Metz, j'avais trouvé intéressant cette rapidité à les décaler latéral. Le Kimpembe le fait très bien, il claque bien ses passes, c'est plutôt intéressant. Et justement, toi hier, Baker, alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas le futur Ballon d'Or, on est tous d'accord là-dessus, mais je trouve qu'il a quand même du coffre, ce gamin. Il est pas avare d'efforts, il multiplie les allers-retours, et quelque part, c'est aussi quelque chose qui a servi hier à Mbappé parce que tu le regardes sur chaque action, Baker il est pas loin. Alors Mbappé il lui donne quasiment jamais le ballon parce qu'il sait que s'il lui donne le ballon, ça ne viendra pas là où il le veut. Mais Ça ça lui arrivait donne une aussi. ou deux fois, je crois. Ouais, mais bon, c'est vrai que Baker souvent quand il a le ballon, il s'arrête, il repasse derrière parce qu'il a peut-être même pas la confiance d'aller tenter le débordement et le centre. Mais toi, cette présence de Baker qui quand même multiplie les allers-retours, ça t'aide aussi quelque part dans ton animation indirectement à libérer des espaces à Mbappé. C'est pour ça que moi je suis un peu moins dur que vous sur son match d'hier. Même si, oui, encore une fois, il est pas monstrueux partout, mais je trouve qu'il fait le taf sur un match comme hier. Ce sera insuffisant dans des gros matchs, mais sur la physionomie de la rencontre d'hier, moi, Baker me satisfait pour ce qu'on attend de lui. De toute façon, Tourelle n'a pas trop le choix. Il a que le Oh, 10. Donc, de toute façon. Mousse, je voulais faire quand même un petit focus parce qu'on n'a pas beaucoup parlé contre Metz parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'a pas eu grand-chose sous la dent, à part quelques remises, sur le match de Mauro Icardi, qui revient quand même titulaire à la pointe de l'attaque. Alors, certes, c'était un 4-4-2, mais qui s'est vite transformé en 4-3-3. Comment tu l'as trouvé hier physiquement et dans sa relation avec les autres? Tout à l'heure, il parlait du style de jeu ou des principes de jeu, Yacine. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que quand tu joues vite, rapidement, comme Neymar et Mbappé, est-ce que Icardi, c'est le numéro 9 idoine pour ce type de jeu? Je ne suis pas sûr. Maintenant, physiquement, tu le sens un peu mieux. Tu l'as senti agacé sur une action où, effectivement, Mbappé aurait dû le décaler et il a préféré tirer en force. Je crois qu'il tire sur le gardien, d'ailleurs, sur Benitez. Quand il Donc, on l'a dribble senti. le joueur et qu'il arrive dans la surface, Ouais. là, C'est ça, exactement. C'est Dante, je crois Ouais. qu'il le contre au dernier moment. Mais... Ah, peut-être, oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'Icardi est super bien placé. Il suffisait juste qu'il lève la tête, qu'il la passe. Et je pense qu'Icardi, ce qui lui manque, c'est ça, en fait. C'est ce premier but pour lancer sa saison. Un buteur comme Icardi, et tous les buteurs, vous le savez mieux que moi, il marche qu'à la confiance. Et lui, ça fait un bout de temps qu'il ne marque pas. Hein. Ça fait un bout de temps. Et en plus, il a été laissé sur le banc par Thomas Tuchel. Donc, si on veut qu'il retrouve la confiance, il va falloir, sur ce type d'action, que ce soit Mbappé ou un autre, qu'il essaye de le trouver. Après, moi, hier, je ne l'ai pas trouvé top, hein, l'ami Icardi. Hein. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Bon, voilà, mais en tout cas, physiquement, il a l'air d'être mieux. On va attendre avec le retour de Neymar et la prochaine animation offensive, dans quel schéma on va jouer. Parce que là, on aura les 4 joueurs, normalement, sauf si Di Maria, parce que si la commission est cette semaine et qu'effectivement, il est coupable, je crois qu'il risque combien de matchs déjà pour les crachats? C'est 6 matchs, c'est ça? 6 matchs maximum. Mais 6 matchs maximum. Ouais. Donc si c'est avéré, il y aura des matchs de suspension. Donc il ne pourra toujours pas jouer avec son équipe type, l'ami Tuchel. Mais si ce n'est pas le cas, on va retrouver les 4 offensifs et on verra bien comment Icardi va être servi. Là, encore une fois, il manque un peu de rythme. C'est le début de saison. Il faudra voir. D'accord. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour l'instant. Ok.
Nico, tu voulais ajouter quelque chose avant que j'aille voir Non, Alessandro? Icardi, c'est vrai que il est mieux physiquement, ça se sent, ça commence à monter. Après le match d'hier, en étant moyen, avec un peu de réussite, il marque 2 buts, parce qu'il y a 2 poteaux, je crois. Et puis il y a une passe décisive aussi qui aurait été magnifique pour Mbappé. Donc il est dans son rôle. Moi, contrairement à ce que dit Mou, je trouve que justement pour jouer rapidement, techniquement, je trouve qu'il est très intéressant pour combiner de hauts buts. Il y a une vraie plus-value par rapport à ce qu'il y avait avant. Après, le problème de confiance, il est criant pour le moment. Comme tous les buteurs, j'ai envie de vous dire, quand vous marquez pas, vous savez que ça va être un peu pénible. Je suis très très optimiste moi pour Icardi. Je suis sûr que c'est vraiment un problème passager, que ça va très très vite rentrer dans l'ordre et que dès qu'il va commencer à marquer, ça va être relancé. Et je suis pas du tout inquiet par rapport à lui. Je suis plus inquiet par Peut-être rapport à sa doublure qui pour l'instant n'est toujours pas là. peut-être que si Mbappé lui avait laissé le penalty, bon, ça aurait pu peut-être débloquer quelque chose. Je ne sais pas. Yacine, tu veux réagir sur Icardi ou non Non, pas? il n'y a rien de plus à rajouter. Après, moi, je pense que réellement, c'est une question de confiance. Et sur un moment, en première mi-temps, il a une occasion, entre guillemets, mais il y a le hors-jeu qui est sifflé. Il est sifflé au moment où il tire et il tire à côté. Et quand je l'ai vu tirer à côté, je me suis dit, enfin, c'est déjà, enfin, Icardi, l'année dernière, il te la met 10 fois. Et voilà, c'est qu'une question de confiance. Mais plus tu manques de confiance, plus tes gestes sont retenus ou forcés. Voilà, comme un tennisman, quoi. Un Ouais. tennisman qui va tenter un coup droit et qui, en confiance, elle est le long de la ligne et puis pas en confiance, elle est juste dehors. Voilà, bah, c'est pareil pour un attaquant. Dès qu'il marquera, après, ça va se décanter, ça ira tout seul. Moi, l'action qui m'a le plus marqué, on va dire, de côté d'Icardi, Mousse en parlait tout à l'heure, c'est quand il a un peu grincé les dents. Enfin, on sentait qu'il était irrité sur les deux occasions, parce qu'il y en a deux où Mbappé ne le sert pas. Et tu sens quand même que s'il n'y a pas la caméra sur lui, il veut lâcher un, je sais pas, Puto, je sais pas, il veut héros des putas ou quelque chose comme ça. Mais on sent quand même qu'il était frustré de ne pas marquer ce but et de ne pas avoir le ballon alors qu'il était bien placé. Un joueur qui, avant qu'on passe à notre deuxième partie du podcast, un joueur qui, lui, est en confiance, c'est quand même Keylor Navas. Je voulais faire quand même un petit focus parce que on n'en parle pas beaucoup dans le podcast parce que, en fait, il éclipse tellement le fait de plus remettre en cause la question du gardien, etc. Il fait tellement des très bons matchs qu'on n'en parle même plus parce qu'il y a plus de questions à se poser dessus. Mais il faut le souligner quand même quand il fait des matchs comme ça parce que hier, dans une partie comme ça, même si le PSG maîtrise le match, il y a quand même 14 tirs à égalité entre le Nice et le Paris Saint-Germain. Il y a eu des belles frappes, Nico, notamment, je parlais tout à l'heure, l'arrêt sur la frappe de Youssef Attal et même le 1-2 entre Ronny Lopez et Gouiri en première période où Navas est encore là pour l'enlever. Voilà, c'est quand même un grand plaisir d'avoir un gardien comme Keylor Navas. Ouais, c'est plus que du plaisir, c'est une plus-value dans une équipe parce que sur un match comme hier, à 2-0, tu sens que si Nice marque, ça va être pénible. Tu sens que il va falloir remettre tout le monde dedans, que tu sais pas trop si. Voilà, tu te mets vraiment en danger bêtement si tu prends le troisième but du match en fait. Et quand tu as un Navas, bah, tu sais que si tu es un peu fainéant sur le repli, si tu es un peu loin au marquage, qu'il y a une demi-occasion pour l'équipe en face, bah, une demi-occasion contre Navas, ça suffit pas pour marquer. Il faut des vraies occasions. Et toi, la frappe de Schneiderlin, par exemple, en première mi-temps, celle d'Atal qui est magnifique. C'est des belles actions, c'est des frappes un peu lointaines, tout ça. Et quand tu as un mec comme Navas, tu sais que là-dessus, tu prends pas de but. Donc ça, déjà, c'est une vraie plus-value. Et puis, ouais, tu mets le même match hier avec Areola. Je suis pas sûr qu'on tourne à 3-0 et qu'on finisse le match tranquillement, quoi. C'est sûr que c'est. Mais ouais, tu le dis, on parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup de ce joueur, mais voilà, c'est un triple vainqueur de Ligue des Champions. C'est un super mec. Tu sens qu'il apporte plein de choses dans le groupe, sur le terrain. Enfin, c'est un super recrutement. J'espère qu'il va rester encore longtemps, lui, hein. Yacine, tu partages le même avis sur lui. Dans le même temps, tu parlais d'Areola, il en prenait 4 face à Leeds, lui, le pauvre, avec son nouveau club de Fulham. Mais je partage oui, puisque moi, dans chaque match, quoi qu'il arrive, je mets un mot sur Navas parce qu'en fait, c'est lui qui fait, pas basculer, parce qu'encore une fois, il y a la maîtrise, le match, tu vas pas le perdre, etc. Mais qui te permet d'être serein et qui te permet en fait, de pas basculer dans, dans la peur, parce qu'encore une fois, c'est pas de la peur, mais ouais, les fins de match, comme l'a dit Nico, les fins de match un peu stressantes, un peu bidon, où tu te dis, ok, il n'y a que 2-1, et puis s'ils viennent à la 88e avec une frappe un peu contrée, ça peut faire 2-2 pour rien. Voilà, et il te permet d'être bien. Et je l'avais dit toute l'année dernière, il permet surtout à tes défenseurs de défendre autrement. Voilà. Parce que tu sais que si tu y vas et que ça arrive, tu te trouves ou que tu es passé, bah derrière, il n'y a pas but. Donc automatiquement, tu ne défends pas de la même façon. Et c'est vrai que, voilà, mais je crois que, enfin, juste pour finir, paraphraser Marquinhos à la fin du match, dans le couloir. Voilà, le match qu'il a fait.
Voilà, quand ton capitaine dit ça, même si, ok, ça peut être aussi pour rigoler et tout, mais quand il le dit à la fin en rentrant au vestiaire, voilà, tout est dit. C'est-à-dire que les mecs, ils savent que, ok, la maîtrise, ils ont gagné 3-0, mais ils le doivent aussi à Navas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Mousse, ils parlent alors qu'ils ont gagné 3-0, tu peux redire match maîtrisé, etc. Mais un des premiers mots qui vient dans la bouche de Marquinhos, du capitaine, c'est merci à mon gardien derrière qui a fait les arrêts qu'il fallait pour pas qu'on fasse rejoindre au score. Bah, en fait, c'est logique parce que Marquinhos, il est au club depuis 2013 et que depuis 2013, il a connu combien? 3 gardiens Thierry Boutra, Pareola. Thierry et Gou, Buffon. Areola, Et Buffon. Buffon. Et en fait, dans l'histoire du PSG, si tu regardes bien, pour les anciens un peu comme Yacine et moi et peut-être un peu Nico, le seul véritable gardien de classe internationale pour l'époque, c'était Bernard Lama. Et il n'a jamais été remis en question, même s'il a fait effectivement quelques boulettes comme tous les gardiens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on était fiers déjà à l'époque d'avoir un gardien comme Bernard Lama. Et ensuite, l'après Lama, ça a été une succession de gardiens soit mauvais, soit moyens en fait. Et, et ce que dit Marquinhos dans le couloir hier, avec le sourire, pourtant c'est une victoire 3-0 face à Nice. Sauf que lui, c'est très bien qu'avec un autre gardien, eh ben, peut-être on aurait encaissé 1 ou 2 buts. Et peut-être qu'on aurait gagné 3-2, ric-rac. Comme c'était le cas avec parfois Sirigu, avec parfois Trapp, souvent avec le pauvre Areola, malheureusement, qui, entre parenthèses, le pauvre a à peine fait un premier match. Et il se prend une avalanche de moqueries par les supporters PSG, ce qui va encore le mettre en confiance, le pauvre Alphonse. Donc évidemment que pour la charnière centrale et pour toute la défense et pour toute l'équipe du PSG, c'est toujours bien d'avoir un gardien qui est rassurant. Et comme le dit souvent aussi Yacine, ça permet aussi aux défenseurs de prendre peut-être un peu plus de risques pour intercepter un ballon, en sachant que derrière, quand même, c'est du sérieux. Que lorsque tu as un gardien que tu estimes moyen, bah, tu vas peut-être avoir peur de faire une intervention, d'être un peu plus haut, parce que tu sais que le dernier rempart, bah, c'est ton gardien. Là, tu ne te poses plus ces questions. Donc, tu fais ton match, tu sais que derrière, c'est du solide. Écoute, longue vie à Navas. Le poste de gardien, normalement, tu peux jouer jusqu'à 37, 38, 40 ans. Et ben, il faut le prolonger de 5 ans. Il joue jusqu'à ses 40 ans et comme ça, on est tranquille. Au moins sur le poste, s'il y a bien un poste sur lequel on n'a pas de questions à pouvoir poser, c'est que Sergio Rico maintenant est assuré d'être doublure. Il a signé Navas en numéro 1 et indéboulonnable. Il y a un petit mot sur Florenzi qui confirme quand même, encore une fois, pour l'instant, c'est une bonne recrue. Encore une fois, à droite, il a joué son rôle, il est monté, il est descendu, on l'a vu arpenter son couloir, il a proposé aussi, il a aussi fait quelques centres. Donc, encore un bon point pour Florenzi. Bon, on attend de voir la suite maintenant. Ouais, c'est ce que je voulais dire en dernier mot, mais Yacine, t'en parlais, les Parisiens, ils vont maintenant désormais bénéficier d'une semaine complète pour préparer la réception de Reims. Ça ne sera pas du luxe après le calendrier infernal qu'ils ont eu depuis début août, donc ça va faire du bien à Tourelle qui va pouvoir. Parce qu'il y avait une question en conférence de presse d'avant-match contre Nice, à savoir si les entraînements étaient basés sur le travail ou plus sur la récupération. Parce que comme il a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, etc., qu'il y a eu des blessés, etc., comment tu organises tes entraînements? C'était une question intéressante et Tourelle avait dit que c'était beaucoup plus basé sur la récupération, même si évidemment il ne peut pas répondre qu'il ne travaille pas tactiquement, mais c'était plus basé sur le fait de ne pas trop user les joueurs physiquement. Mais c'est pour ça que dès qu'il a pu avoir assez de joueurs, il est revenu à 4-4-2, 4-2-3-1, bon, on peut l'animer comme on veut, mais un système que les Parisiens ont maîtrisé l'année dernière, parce que ça permettait d'avoir des repères. Déjà, le 4-4-2 à la base, c'est le système le plus simple pour quadriller le terrain, pour être cohérent. Paris avait très bien joué en 4-4-2 l'année dernière. Il est revenu à ce système dès qu'il l'a pu, quand il a eu assez de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'a pas assez de temps pour travailler des relations ou des schémas. Donc, il faut être dans un confort, entre guillemets, en tout cas avoir des repères assez solides pour prendre les points aujourd'hui, travailler tranquillement. Et puis après, peut-être dans la saison, évoluer sur d'autres schémas, sur peut-être une défense à 3, sur un 4-3-3, mais en tout cas, voilà, prendre le temps de le faire quand il y aura des semaines complètes sans entraînement ou des trêves un peu plus longues. Nico? Ouais, dans ce 4-4-2, il y a un joueur dont on n'a pas non plus trop parlé. On parle beaucoup de Navas qui apporte de la sérénité et de l'efficacité. Il y a un joueur, moi, que je trouve vraiment très utile dans le schéma, c'est Herrera. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, il rentre, je touche pas. Avec le ballon, c'est à peu près kiff-kiff, les deux, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'Herrera dégage quelque chose. Il y a une sérénité que je retrouve pas forcément chez Gay. Et
visiblement, on est plus dans l'esprit de Tourelle, on est plus sur la paire Gay-Verratti, puisque c'est encore celle qui est alignée d'entrée. Mais je trouve que l'Espagnol apporte un petit truc en plus dans son aura par rapport au groupe. Je trouve en plus il est capable de parler aux joueurs. Tu l'écouteras plus qu'un Gay par rapport à ce qu'il représente. Et je trouve dommage qu'on ne le voit pas plus souvent Herrera, parce que j'ai l'impression qu'en plus en alignant les matchs, il gagne en consistance. Il a une belle frappe de balle aussi, il a failli marquer. Donc ouais, moi je mettrais un petit point plus à Herrera sur le match d'hier. Après, il a beaucoup joué quand même, Nico. Il a joué tout le Final 8, il a joué Oui, là il revient, oui, effectivement, depuis Lisbonne, mais c'est un joueur qui a été blessé, qu'on n'a pas beaucoup vu l'an dernier. Et là, je ne sais pas s'il est en balance dans l'esprit de Tourelle avec Gay, mais moi j'aimerais bien qu'on donne un peu plus de responsabilité à ce joueur, parce qu'on parlait la semaine dernière du manque de cadre dans cette équipe, du manque de caractère de certains joueurs. Je trouve qu'on l'a avec lui, hein. Je trouve que lui, il a ses qualités, justement. Mousse, je voulais intervenir sur Herrera. Ouais, juste par rapport, enfin, plus globalement sur le milieu de terrain et sur le schéma tactique en 4-4-2. Jusqu'à présent, on a joué des équipes qui n'ont pas forcément proposé un combat physique, etc. Et en regardant certaines équipes de Ligue 1, et notamment Lille hier, par exemple, et Montpellier, leur début de saison, je ne sais pas si avec simplement 2 milieux et les 4 offensifs, faudra voir comment ils réagissent sur les phases défensives, mais avec des équipes comme Lille, Saint-Étienne, encore une fois Montpellier, est-ce que ça va suffire? Et si tu prends que 2 milieux de terrain, si tu alignes que 2 milieux de terrain, donc forcément, j'imagine que Verratti, c'est le premier et qui est indéboulonnable. Ensuite, tu as 3 joueurs qui peuvent l'accompagner. Donc on sait que Paredes, comme c'est un peu le même style, on les a jamais vus alignés ensemble. Herrera, c'est plutôt pas mal. Et sinon, on avait aussi l'habitude, on peut aussi associer Verratti et Gay. Mais encore une fois, tout dépend de l'adversaire que tu auras en face. Si tu continues sur ce schéma-là, quelle sera la paire titulaire sans forcément changer chaque semaine? Comment va faire Thomas Tuchel? Parce que ça te laisse quand même après deux ou trois milieux sur le banc. Ouais. Comment vont-ils l'accepter? Pareil, hein. À voir dans les prochaines semaines. Yacine, toi, dans un milieu à deux, tu trancherais pour qui, toi? La paire plutôt Verratti-Herrera, peut-être c'est celle qui est la plus complémentaire, on va dire? Oui, parce que je pense qu'en fait, la limite de Paredes dans ce système-là, en tout cas, je ne parle pas dans une équipe quand tu maîtrises les matchs plus compliqués, c'est son volume de jeu, en fait. Il met de l'impact et tout, mais dans les courses, il est quand même moins capable de répéter beaucoup de courses par rapport à Herrera. Donc, je pense que c'est la limite. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est que Lille, hier, par exemple, contre Marseille, ils font un gros match athlétiquement, mais Lille, ils jouent en 4-4-2. Donc, ils jouent dans le même système que le PSG. Donc, encore une fois, moi, je pense que c'est une question plus d'état d'esprit, etc., que juste de système. Et quand Tourelle met Gay, en fait, c'est ça qui compense. Il se dit, au moins, j'ai un joueur qui court. Dans ce système-là, Et Herrera, pareil. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne verra jamais Verratti Paredes. Dans ce système-là, c'est officiel. Déjà, je pense par rapport à la mentalité des deux joueurs, mais surtout par rapport à ça. Et effectivement, je pense que Verratti, dans l'utilisation du ballon, il est indispensable. Donc, ouais, le deuxième, ce sera Herrera. Mais Herrera, finalement, on a presque l'impression qu'il est arrivé cette année. L'année dernière, il a fait 5 matchs. Donc, c'est peut-être une recrue, même au milieu aujourd'hui, parce que voilà. Mais je ne sais Après, pas pour Lille, Yacine, c'est plus facile quand tu as des jeunes joueurs, évidemment. Quand Christophe Galtier donne les consignes, c'est plus facile de faire respecter les consignes à une équipe qui est plutôt jeune, même s'il y a un mix avec des anciens, que pour Thomas Tuchel avec Neymar, Mbappé. Tu comprends, comme Puel. Hier, Bamba, il a beaucoup couru, tu vois. Mais Puel. Je suis pas sûr qu'Mbappé fasse pareil, tu vois ce que je veux dire? Puel à Saint-Etienne, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a enlevé tous les cadres et il a pris beaucoup de jeunes parce qu'il sait que c'est à eux qu'il va pouvoir demander ce qu'il va demander. Alors que s'il garde les anciens cadres, il sait très bien que ceux-là, à un moment donné, vont lui dire vas-y, c'est bon, on court pas autant que tu veux. Ah, c'est sûr que les bouts de bouse et les caseries, là, ce sera un peu plus contraignant à courir. Non, eux, ils courent vers le kebab, oui. Le 4-4-2 du PSG, c'était déjà son problème l'an dernier. Quand les joueurs exigent, entre guillemets, de passer en 4-4-2, il y a une promesse à Tourelle, c'est de dire, OK, on va le faire ça, et les offensives vont faire le boulot, surtout dans les couloirs. C'est vrai que tu compares avec Lille, mais tu mets à Lille, à gauche, tu mets Neymar, et puis à droite, tu mets Di Maria. Je ne suis pas sûr que le schéma de Lille qu'on a vu hier au Vélodrome, il fonctionne de la même manière.
c'est un peu la seule limite de ce système, c'est d'avoir 2 joueurs de couloir qui acceptent de défendre. Alors, on sait que Neymar, dans les gros matchs, il le fait. On l'avait vu contre Dortmund notamment. Est-ce que Neymar contre, alors je vais pas dire Dijon, parce que chaque fois que je dis Dijon, on me reprend sur les réseaux sociaux. Je veux dire Angers pour changer. Tout le monde prend cet exemple, c'est normal. Non, attends, je prends un petit cas. Je veux dire Marseille, voilà. Est-ce que Neymar contre Marseille, il va faire les mêmes efforts que contre un gros match de Ligue des Champions? C'est la limite de ce 4-4-2. Après, sur le choix des 2 hommes, j'ai même envie de te dire, ça va pas à l'arrivée changer grand-chose parce que tu vas avoir toujours ça. Par contre, c'est peut-être aussi pour ça qu'il met souvent Marquinhos au milieu dans ce 4-4-2. Il trouve peut-être que Marquinhos apporte justement plus cette densité défensive, cet impact physique et ce côté un peu plus justement défenseur dans l'âme. Donc, c'est un système de toute façon c'est un équilibre assez précaire à partir du moment où dans ton 4-4-2, tu as 4 joueurs ultra offensifs, quoi. Ça, c'est une des problématiques qu'il faut régler obligatoirement. En tout cas, Nico, on ne va jamais en vacances à Dijon parce que tu seras très mal reçu. Hein, pareil. Ça, c'est juste un petit point. J'aime beaucoup les Dijonnais. Et juste pour finir, ce que je disais face à ce type d'équipe comme Saint-Etienne, Lille ou encore Montpellier, il y a un problème aussi avec Neymar, c'est que quand il n'y arrive pas, il a tendance un peu à s'énerver. Donc, et face à ces équipes-là, c'est souvent le cas en fait. Et même Strasbourg, rappelez-vous, il y avait eu un match contre Nîmes, je ne sais plus s'il était là lui d'ailleurs, mais c'était Mbappé qui avait pris un carton rouge, on avait gagné 4-2. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il faut aussi que Neymar, sur ce type de match, lorsqu'en face, tu as des joueurs un peu plus rugueux qui vont te mettre quelques coups, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Tout le monde sait maintenant tout le monde sait, il le savait déjà, Neymar, il est facilement dégoupillable. Tu le titilles un peu, il sort de son match. Donc il faut aussi que Neymar travaille là-dessus. Et le côté, évidemment, repli défensif, mais aussi, il faut qu'il apprenne à garder ses nerfs quand on n'y arrive pas. Il faut être patient et ça finit toujours par rentrer. Le Paris Saint-Germain, donc, qui a gagné 3-0 hier, qui est à 6 points pour l'instant en classement, 2 défaites, 2 victoires. Le Paris Saint-Germain qui est remonté dans la première partie de classement, c'est au moins ça. Bon, Marseille est repassé juste devant avec le match nul hier face à Lille, hein, avec le but de Valère Germain. Et voilà, le Paris Saint-Germain qui commence à remonter avec un match calamiteux de la part des Marseillais. J'ai regardé le match hier face à Lille. J'ai envie de dire tout ça pour ça, partie 2. Quoi. Wow. C'est-à-dire que... Non, mais c'est pas pour revenir sur la victoire de Marseille, mais c'est vrai que la victoire de Marseille au PSG, ça risque de faire un peu l'effet du Barça qui gagne 6-1 et ensuite qui fait... j'exagère un peu, évidemment, mais le contenu du match hier, ils se sont fait bouger par une équipe de jeunes quand même. Disons ils se sont fait sacrément bouger quand même hier. Disons que c'est paradoxal parce que d'habitude, quand Marseille perdait contre Paris lors des saisons, ils arrivaient à repartir du bon pied et à gagner contre les deux équipes. Et là, ça leur a fait plus de mal qu'autre chose. Si c'est confirmé qu'Alvaro a réellement tenu des propos et qu'il est condamné par la commission, ça risque d'être encore pire dans les têtes des Marseillais. Et je te laisse parler. Belle transition, Mousse, parce qu'on va passer à la deuxième partie du podcast. L'heure tourne. Sur les nouvelles informations concernant justement l'affaire Neymar-Alvaro, vous vous rappelez le dimanche dernier lors du Classico, c'est de la part de nos confrères brésiliens, le média brésilien Esporte Espetacular, qui a réuni des spécialistes en lecture labiale dans le but de déterminer quels propos ont été tenus par Alvaro envers Neymar lors du Classico. Pour rappel, le Brésilien avait affirmé que le défenseur marseillais l'avait insulté de singe, ce que l'intéressé avait nié. Et petit à petit, on avance, puisqu'il y a 3 experts brésiliens, donc je le disais, dont un hispanophone bilingue, qui ont affirmé que le terme de mono, qui veut dire singe en espagnol, avait bel et bien été prononcé. Et je cite une des déclarations d'un des spécialistes de lecture labiale. Il emploie le mot singe en espagnol au moment où il parle et ouvre la bouche. À ce moment-là, c'est évident. Bon, du côté de l'entourage du défenseur phocéen, son oncle a déclaré dans une interview en Espagne qu'il aurait dit bobo et pas mono, ce qui, dans ce contexte, signifie idiot ou imbécile en espagnol. Voilà. Bon, en tout cas, la commission de discipline de l'AFP est toujours en train d'étudier le dossier, d'avoir tous les éléments à leur possession pour affirmer si Alvaro a bien tenu ses propos face à Neymar. Mais en tout cas, Nico, on avance petit à petit dans les images, etc., que Téléfoot a au début proposé, mais que finalement personne n'avait réussi à vraiment trouver une trace de ces mots. Et là, petit à petit, ça avance. Ouais, je vais pas parler de la polémique sur les images qui sortent pas, parce que bon, voilà, ça c'est pas très intéressant. Par contre, sur ce qu'on voit en ce moment, et on en avait aussi un petit peu parlé. Moi, j'avais été étonné de la communication et de la défense d'Alvaro et de son clan depuis cette affaire. Il y avait eu cette histoire de photos avec tous les joueurs de couleur de l'OM. Après, il y avait toujours le même discours, et Marseille et ses dirigeants d'ailleurs ont tenu aussi la même chose, c'est de dire
Alvaro n'est pas raciste. Voilà, ça a été la défense depuis le début. À aucun moment on a entendu Alvaro n'a pas traité Neymar de singe. Donc ça, moi, ça m'avait fait un petit peu. Je dis pas que ça me conforte dans l'idée qu'il est ou pas raciste, j'en ai aucune idée. Mais j'avais trouvé cette défense très maladroite et je comprenais pas trop. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement les images commencent à être de plus en plus explicites. Maintenant, j'imagine que ça va être une bataille d'experts, qu'il va y avoir des spécialistes de la lecture labiale qui vont fleurir sur Twitter tous les jours et que tout le monde va être capable de lire sur les lèvres d'Alvaro. Ce qui est sûr, c'est que l'enquête avance bien et que j'ai hâte de voir si jamais ces insultes sont confirmées et retenues par la FP. Moi, c'est ça surtout qui m'intéresse, c'est de voir la suite qu'on va donner à cette affaire. Quelles vont être les sanctions, quelles vont être les sanctions, comment l'OM également va réagir, comment les supporters de l'OM vont réagir, parce que ça fait une semaine qu'on entend tout et son contraire, que c'est pas fini cette histoire. C'est pas fini, c'est même pas fini aussi pour Neymar s'il y a eu des insultes homophobes. Et ça avance, c'est bien. C'est bien que ça avance. Maintenant, il va falloir prendre des décisions et frapper fort parce que c'est là où on va attendre la Ligue. Et j'ai hâte de voir. Mousse, avant de venir te voir, Yacine, je te voyais sourire par rapport à la défense d'Alvaro qui avait pris une photo avec tous les joueurs de couleur, on va dire noire ou typés de Marseille en sortie de l'avion en rentrant à Marseille. Bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure défense pour après une affaire comme ça, quoi. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé un peu, mais bon. Ah oui, Si mais ça c'est ça. s'avère être vrai, c'est quand même pas. Enfin, n'importe. Je veux dire, c'est pas parce que nous, on est côté supporter PSG qu'on défend Neymar, mais n'importe quel joueur aurait fait ça, on l'aurait condamné pareil. Donc, des fois. Non, mais cette défense-là, malheureusement, elle est tellement classique de tous les gens racistes que, en fait, elle était suspecte déjà dès le départ. Et on avait rigolé avec ça, en se disant, bah ouais, c'est vrai que si t'es pas coupable d'avoir prononcé des insultes racistes, t'as pas besoin de faire ça. T'as rien à prouver. Donc, déjà d'une. La deuxième chose, c'est que moi, par rapport à Nico, je pense que on y reviendra suivant ce qui va se passer après, mais les images cachées, c'est un problème. Voilà, c'est un vrai problème. Et la dernière chose, c'est que moi, ce qui me dérange, en fait, en attendant encore une fois ce qui va se passer, c'est que il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont dites là-dessus. Il y a eu Noël Le Graët qui a dit qu'il n'y avait pas de racisme dans le foot. En fait, moi, on a l'impression que le foot, c'est une bulle et que le foot, c'est un monde qui existe tout seul. Il n'y a pas de racistes, il n'y a pas d'homophobes, il n'y a pas de gays. Mais évidemment qu'il y a de tout dans le foot. Vous croyez quoi? Parce qu'il y a un mec dans un vestiaire, il y a 3 noirs et 2 arabes avec lui, il n'est pas raciste? C'est quoi le rapport? Et évidemment qu'il y a des racistes dans le foot, comme il y a de tout dans le foot. Et la dernière chose, c'est la défense enfin, c'est la défense, ouais, les gens qui sont sur les réseaux sociaux notamment, mais pour dire, j'ai même vu, ouais, mais attendez, est-ce que Neymar, il est vraiment noir? Non, mais c'est Oui, ça extraordinaire. aussi. Non, mais tu Ouais. vois, ça veut dire que, en fait, ça dépasse tout ce qui est possible d'entendre. Cette même insulte dans la société civile, entre guillemets, on en aurait fait des caisses. Là, c'est ouais, mais le terrain, on est un peu énervé, il répond à des insultes, il est peut-être même pas noir. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Voilà, s'il l'a dit, il dégage. Moi, je suis même pas pour 6 mois de suspension. Franchement, il dégage. Quant à l'histoire de dire il est pas raciste, moi, encore une fois, je veux qu'on m'explique la différence entre tenir des propos racistes et être raciste. Moi, je suis désolé, quand je dis à un noir, t'es un singe, je peux dire après, mais j'ai des amis noirs, je suis pas raciste. Bien sûr que t'es raciste. Ta phrase, elle est raciste, t'es raciste. Après, le reste, ok, il peut peut-être y avoir des degrés, mais il faut arrêter de tout le temps minimiser, etc. Maintenant, on ne peut pas en dire plus parce qu'on va attendre de voir si tout le monde prend ses responsabilités. Mousse sur cette affaire. Ouais, cette triste affaire. Je voulais juste apporter une précision parce que depuis hier soir, on voit sur les réseaux, il y a beaucoup de gens pour défendre Alvaro et notamment des supporters de l'OM qui disent oui, mais ce sont des experts brésiliens. Sauf que ce matin, alors peut-être que ça vous a échappé, le Parisien a sorti un article. Alors, du coup, ils avaient fait appel, je crois, 48 heures ou 24 heures après le match, via les images de Mena, et cet expert espagnol n'avait pas pu trouver ou lire sur les lèvres d'Alvaro le mot singe. En fait, après l'article du média brésilien, le Parisien a recontacté sur la base des images qui ont été diffusées sur les réseaux. Bon, on demandait à l'expert espagnol de regarder ces images et effectivement, et là il est espagnol donc, et pas brésilien, il est unanime en fait, il est sûr de lui.
lui aussi a lu le mot, je crois que c'est mierda mono, singe de merde. Il me semble que c'est ça le vrai terme. Donc là, ça apporte c'est un deuxième expert, j'imagine qu'il ne connaît pas les autres experts, donc on ne pourra pas le soupçonner de faire copain-copain. Donc là, ça fait quand même 2 preuves supplémentaires. Le PSG, m'a-t-on dit, allait s'appuyer, ou en tout cas allait verser au dossier ces images avec les commentaires des 2 experts. Donc ça sent pas très très bon. Maintenant, est-ce que la commission va prendre en compte les images d'un média brésilien ou espagnol, etc. Moi, je me pose la question, parce qu'ils ne sont pas obligés de les accepter. Et encore une fois, et ça on en avait déjà discuté avec Yacine, c'est vrai que dans certains championnats, et notamment en Amérique du Sud, c'est pas pour cautionner, hein, évidemment, mais ça arrive très 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 souvent. Ça, je vous avais expliqué que même en Liga, c'était déjà arrivé. Et je crois même, alors je sais pas, peut-être Yacine, tu t'en rappelleras, il n'y avait pas eu une histoire aussi avec un sélectionneur espagnol Si, c'est qui avec avait eu des Thierry Henry. propos. Si, avec Fabregas et Thierry Henry. Et c'était qui ce sélectionneur? C'était le je me vieux. rappelle plus. Aragonès, en non? 2008. C'est pas Aragonès, non, c'est pas ça. Si, c'est Aragonès. C'est Aragonès, hein? Qui dit à Fabregas, montre-lui à ce noir que tu es meilleur que lui, etc. C'est pour ça que ce que je voulais expliquer, c'est que ce que tu disais, est-ce que entre dire des propos racistes et être raciste, alors moi je ne vais pas parler du Calvaro, je ne connais pas le joueur et ses opinions politiques, mais c'est vrai que ça, dans les championnats sud-américains, ou quand il y a des derbies entre des gros clubs argentins, brésiliens, sur le terrain, m'a-t-on dit, je me suis quand même renseigné avec des spécialistes des championnats sud-américains, et effectivement, malheureusement, c'est un des leviers pour faire découpiller un joueur. Même si, et on me dit même parfois qu'un joueur en Amérique du Sud qui est noir peut dire ce genre d'insulte à un autre joueur noir. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour cautionner ce genre de propos. Et si un joueur parisien s'était comporté de la sorte, j'aurais condamné aussi fermement, même si moi, je ne m'amuse pas à aller sur les réseaux sociaux pour faire de la propagande, etc. Et une dernière chose, il y a quelque chose qui m'a fait un peu sourire dans la défense des supporters parisiens. Moi, je me rappelle aussi que Areola a subi des propos racistes de la part de supporters parisiens. À l'époque où il prenait des buts, où tu vois, il sortait de mauvais matchs, et on le renvoyait constamment à ses origines de Philippin. Donc ça, je voulais le rappeler, et c'est pas, enfin, ça se trouve, hein, vous le trouverez sur Twitter. Alors évidemment, c'est une minorité de supporters, mais ça s'est dit sur les réseaux concernant Areola. Moi, à l'époque, je trouvais ça scandaleux qu'on renvoie un joueur à ses origines parce qu'il est mauvais. Si Areola était d'origine algérienne, congolaise, marocaine, ce que vous voulez, je suis pas sûr qu'on l'aurait renvoyé à ses origines. Mais quand tu es d'origine asiatique, j'ai l'impression que ça passe plus ou moins mieux. Donc, encore une fois, c'est une minorité, hein, ces supporters. J'imagine que ces mêmes supporters ont crié au scandale lorsqu'ils ont vu les images d'Alvaro. Donc, c'était juste pour dire ça. Mise au point de Mousse. Mais tu as raison il faut être juste. C'est pas parce qu'on défend Neymar, et moi je le défends sur cette affaire-là, mais il ne faut pas oublier aussi que moi, je me rappelle très bien, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous aviez vu des tweets passer, mais quelques supporters l'avaient, je ne sais pas pourquoi, renvoyé à ses origines philippines. Moi, j'ai trouvé ça choquant aussi. Nico. C'est vrai qu'on entend aussi pas mal depuis quelques jours le côté c'est un terrain de foot, c'est des choses qui se disent, ça arrive. Il y a même Grégoire Margoton qui a un petit peu minimisé les propos en direct en expliquant que dans le feu de l'action, c'était pas bien, mais ça pouvait se comprendre. Non, ça peut pas se comprendre. C'est ça qui est important. Et la Ligue va vraiment avoir un rôle important à jouer sur ce dossier. Encore une fois, si les insultes sont retenues. Marseille aussi va avoir un rôle important parce que c'est l'employeur. Je vois déjà des commentaires où on réclame le licenciement d'Alvaro. Alors, je ne sais pas comment l'OM va gérer, mais entre Villas-Boas, entre la direction avec son communiqué, même les joueurs, je pense à Payet avec son petit tweet où il montre Neymar déguisé en chien. On avait dit que le lendemain d'un match avec des accusations de racisme, c'était peut-être pas très intelligent d'en mettre de l'huile sur le feu comme ça. Tous ces gens-là, si les accusations elles sont retenues, ils vont devoir rendre des comptes, ils vont devoir s'expliquer. Moi, j'ai hâte de voir comment ce club de l'OM va réagir parce que on a entendu souvent hein, le PSG, ce club raciste, les Boulogne Boys, je vais vous passer tous les clichés sur des choses qui ont eu lieu. Hein. Marseille, ce grand club qui n'accepte pas le racisme. Bah, si c'est avéré que Alvaro est un joueur qui profère des accusations racistes, j'ai hâte de voir comment tous ces gens-là vont réagir.
en premier la Ligue quand même, malgré tout. Bah, ils vont contre-attaquer en sortant les images où il dit Morricone en le faisant passer pour un homophobe. Donc la défense, elle n'est pas bonne en fait, parce que tu vas pas opposer deux actions, une homophobe contre une raciste. Ça n'a pas de sens. Si effectivement Neymar a eu ces propos-là, bah, il sera condamné en fonction des textes de loi de la Ligue. Et Alvaro, pareil. Mais si tout le monde s'accorde à dire qu'Alvaro a tenu ces propos-là, évidemment que Marseille doit aussi le sanctionner. Et si par exemple Neymar, eh ben, il a dit des propos homophobes et que c'est prouvé, eh ben, il sera puni par la Ligue et le PSG devra aussi prendre des sanctions. Il n'y a pas de raison en fait. Terminons, messieurs, le podcast. On referme le chapitre. On attendra évidemment la décision de la commission de discipline de la LFP. Terminons sur une note plus positive, j'allais dire, mais le mercato parisien n'est pas forcément très positif. C'est ce que j'allais dire, ouais. Sur un sujet moins sensible, voilà. Je tourne beaucoup différemment. Par rapport au mercato parisien qui n'avance pas beaucoup, hein, il n'y a pas, à part à l'arrivée de Florenzi et Sergio Rico qui est arrivé en doubleur de Navas, il n'y a pas beaucoup d'arrivées, même pas beaucoup de rumeurs. Thomas Tuchel, en conférence de presse avant le match contre Nice, a dit que la priorité c'était d'acheter un défenseur central, un milieu, un attaquant, ce qu'on savait déjà. Mais en tout cas, il a répondu au moins à la question sur le fait que Juan Bernat il n'achèterait pas un arrière-gauche pour remplacer Juan Bernat, puisque dans l'effectif, je cite Touré, ils ont Kurzawa, même s'il est suspendu pour 6 matchs, Baker et Diallo qui peuvent dépanner au poste. Première question, Yacine, c'est quand même qu'il y a urgence, il y a urgence quand même, le mercato ferme ses portes le 5 octobre. On voit pas beaucoup de noms de joueurs, en tout cas, arriver. On parle d'une rumeur de Dele Alli de la part de nos confrères anglais du Daily Telegraph, qui, selon le Telegraph, le PSG aura entamé des discussions avec Tottenham afin de se renseigner sur son cas et qui sera apprécié par le board parisien. Mais sinon, c'est quand même très, très silencieux. Bah, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on sait que le mercato, habituellement, il y a beaucoup de coups qui se font la dernière semaine, voire les 3 derniers jours. Que cette année, c'est un mercato encore plus bizarre que d'habitude. Par rapport au contexte, etc. La preuve, à part Chelsea qui a beaucoup recruté, Liverpool qui a fait ce qui lui manquait, en fait, les autres tardent à recruter. Il y a beaucoup de clubs qui sont encore à la recherche parce que les prix, parce que comment monter les opérations, est-ce que c'est 2 transferts, est-ce que c'est des prêts, des échanges, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer. Troisième chose, on sait que Leonardo, il aime bien cacher un peu ce qu'il fait, donc voilà. Quatrième chose, j'espère que, je ne sais pas quel board au PSG, mais j'espère que ce n'est pas le board du PSG Paris Saint-Germain qui apprécie Dele Alli. C'est le Paris FC, je crois, ils sont bourrés. Là, je vous le dis, non mais je préfère garder Draxler, il est au club, voilà, il est installé, mais Dele Alli, quoi, faut arrêter. Et la dernière chose, c'est que dans les priorités, il y a un défenseur central. Alors, je comprends qu'il faille un troisième défenseur central de bon niveau. Maintenant, si c'est pour que Tourelle le fasse jouer titulaire et mettre Marquinhos au milieu, j'espère qu'ils ne le trouveront pas. Voilà, je vous le dis, moi, Marquinhos au milieu, je ne veux plus le voir. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Et la dernière chose sur Bakayoko, effectivement, Leonardo était dessus l'été dernier. Thiemoué Bakayoko, on rappelle. Thiemoué Bakayoko. Qui était à Monaco l'année dernière et qui est reparti dans son club de Chelsea. Voilà. Bon, Bakayoko, c'est un joueur qui a joué chez les jeunes à Montrouge et aussi à Paris, donc à côté, juste à côté. Donc, oui, il y a des contacts qui ont été repris. Après, jusqu'où, moi, j'ai pas d'infos. En tout cas, les contacts sont vraiment repris. Maintenant, j'ai pas d'infos de savoir jusqu'où on va. Est-ce que après c'est une question de prêt, de transfert? Voilà, c'est en tout cas un profil qui intéresse Leonardo au milieu. Mousse, est-ce que tu as des infos sur le dossier Thiemoué Bakayoko qui, à un moment, on l'a dit, hein, qui devait repartir vers le Milan AC, ou l'AC Milan, où il avait déjà été, et puis pour l'instant, les discussions ont l'air au point mort. Donc, quid de la situation de Thiemoué Bakayoko? Yacine l'a rappelé, quand Leonardo revient, il prend tout de suite des contacts parce qu'il l'avait déjà eu au Milan. Leonardo, il a expliqué qu'il fallait être malin, qu'il fallait faire des coups, alors soit des prêts avec option d'achat comme pour l'ami Florenzi. Et en fait, on se rend compte que si vraiment il avait... Parce que certains supporters doutent sur le manque de liquidité ou le manque d'argent au Paris Saint-Germain parce qu'il y a le Qatar derrière. Mais non, il y a vraiment un souci d'argent et il faut aussi vendre. Il faut aussi vendre pour rentrer dans les clous, même si effectivement il y a un assouplissement lié à la crise du Covid du fair play financier. Mais si Leonardo avait l'argent, ben les recrues seraient là. Rappelez-vous l'été dernier, le mercato il a été très rapide. Il arrive et il boucle 2-3 transferts déjà en juillet, ce qui est plutôt rare. Mais il les boucle, il fait des ventes. Enfin, c'est Enrique qui fait des ventes. Et ensuite, Léo arrive.
il parachève les pistes qui ont été démarrées par Enrique et il fait signer Diallo, Navas, etc. On rappelle aussi, il y avait eu beaucoup de Titi vendus pour apporter de l'argent, justement. Évidemment. Ouais. Et là d'ailleurs, ça continue parce que tu parlais, Yacine, du défenseur central, mais moi, je regrette qu'on ait laissé partir quelqu'un comme Mbesso. On aurait dû le garder et le faire rentrer dans la rotation aussi. C'est dommage. Donc, pour le milieu de terrain, il y a encore eu, moi, je me suis renseigné avant de faire le podcast, ce week-end de même, il y a eu des contacts avec le clan Bakayoko. Une chose qu'il faut savoir sur Bakayoko, c'est qu'il a changé d'agent l'année dernière, la saison dernière, il me semble, et qu'il a rejoint l'agence Rogon. C'est celle qui représentait Thomas Tuchel aussi. Je crois que maintenant, il est avec Xavi, mais il est toujours proche, Thomas Tuchel, de l'agence Rogon, qui, je vous le rappelle, a aussi Thilo Kehrer et Julian Draxler. Donc, c'est une agence qui bosse avec le Paris Saint-Germain. Donc, je pense que le Tuchel, je pense qu'il doit apprécier ça ne doit pas le déranger. Je ne pense pas qu'il mette un veto si ça se fait. Maintenant, là où c'est vrai que je n'ai pas vérifié, je ne sais pas combien d'années d'années de contrat il reste à Bakayoko. Il doit lui en rester 2, je pense. Ouais. Parce que s'il lui en reste une, donc là, tu n'as pas le choix. Chelsea est obligé de le vendre, ils ne pourront pas le prêter. Ça, c'est pas possible. Donc, mais moi, je crois qu'il lui en reste 2. Donc voilà, après, sur les pistes qu'on a parlé au début de Mercato, les Milinkovic, Savic, tout ça, plus les jours avancent, pour moi, moins il y aura de possibilités de signer des mecs comme Savic, Skriniar. Ça coûte d'abord beaucoup trop cher. Et il faut, je pense, pour avoir un prêt, pour que l'Inter laisse Skriniar en prêt une saison, il faudrait un prêt payant et peut-être une option d'achat obligatoire. Mais surtout Skriniar, c'est quand même 50 millions. Koulibaly, on en reparle. Moi, j'ai toujours dit que c'est impossible de faire venir Koulibaly. Je ne vois pas comment, en fait. Donc voilà, moi, je pense qu'on s'achemine vraiment vers un mercato low cost et peut-être une surprise de dernière minute si effectivement il y a une opportunité. Mais il ne faudra pas s'attendre à de gros mouvements cet été, je pense pas. Surtout que l'Inter cherche des liquidités pour faire Kanté. Ouais, mais Kanté, je crois que Lampard ne le laissera pas partir. Je l'avais déjà dit, il adore le joueur. Même s'ils ont beaucoup dépensé, Yacine, malgré la défaite hier, il fait un gros match, Kanté, quand même. Donc, mais bon, en fait, c'est le foot, c'est jamais. Ouais, bien sûr, tu as raison. Tu as raison de dire que Kanté le veut absolument. Voilà. Mais Lampard adore le joueur aussi. Donc, voilà. Et le dernier truc, c'est que apparemment Monaco proposerait entre 38 et 40 pour Brozovic. Ouais. Donc ça veut dire que c'est aussi une piste qui va disparaître. Ouais. Alors que Marcelo Brozovic, pour moi, personnellement, c'était typiquement le genre de milieu de terrain qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Mais bon, le problème, c'est comme l'Inter a besoin d'argent, ils ne vont pas s'amuser à faire des prêts. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Pour Skriniar, ça m'étonnerait qu'ils viennent, puisqu'ils vont prêter Diego Godin à Cagliari. Donc, ils perdent déjà un défenseur central. Donc, ça m'étonnerait qu'ils vendent de Skriniar. Je pense que Skriniar, sur une vente, sans le départ de Diego, et s'il y avait une proposition cash du Paris Saint-Germain, il y aurait eu discussion, pas de problème. Mais là, en l'occurrence, c'est compliqué. C'est un peu comme Dele Alli. Les rumeurs sortent parce qu'en fait, comment il s'appelle, Gareth Bale est en prêt 1 an à Tottenham. Et donc, Dele Alli se retrouve un peu mis de côté. Et en fait, sur l'histoire de Dele Alli, il a juste été proposé comme 1 milliard de joueurs ont été proposés à Leonardo. Tout le monde veut dealer avec le PSG parce que, comme il y a le Qatar derrière, tout le monde se dit si je mets un pied au PSG avec un joueur, après c'est bon. Je vais pouvoir amener tous les joueurs que je veux, etc. Donc voilà, c'est des jeux d'agents qu'il a été proposé, certes, mais je ne vois pas Leonardo mettre de l'argent dessus et encore moins Tottenham le prêter comme ça, sans option d'achat, évidemment. Ce qui a renforcé, on va dire, la piste Dele Alli, c'était le fait qu'il n'avait pas été pris dans le groupe, que ce soit en Ligue Europa dans la semaine, ni contre Southampton hier. Donc voilà, ça a accrédité un peu la thèse d'un départ, pas forcément vers le PSG, mais un départ. Oui, bien sûr. Mais qui est un départ possible pour Dele Alli, s'il veut du temps de jeu, ça c'est probable. Mais que le PSG soit intéressé, que se mette dessus, encore une fois, il y a d'autres priorités. Ouais. Et à ce poste, voilà, comme il a dit Yacine, tu as des mecs comme Draxler, puisque tu veux ramener un mec supplémentaire comme Dele Alli. On a déjà 6 joueurs qui ne courent pas sur le terrain. Ah, oui, c'est ça. Nico. Dele Alli, c'est une bonne idée si tu fais fermer tous les bars et les boîtes de nuit à Paris. À ce moment-là, ils sont déjà fermés, Nico. Ouais, mais les fermer, faut plus qu'à rouvre. Faut tout plastiquer, quoi, qu'il n'y ait plus rien, quoi. Et pour Nainggolan, alors on fait comment? Après, pour revenir sur le milieu de terrain, Bakayoko, c'est pas le joueur que je préfère, mais en tout cas, c'est le profil qui manque au PSG, très clairement. Un mec
avec de la taille, avec de la puissance physique, avec une capacité de projection aussi. Le Bakayoko de Monaco d'il y a 3 ans, il y rentre complètement dans le projet parisien. Je ne sais pas si c'est une piste crédible. Et puis il y a aussi ce côté joueur formé en France. N'oubliez pas que c'est aussi une des conditions du mercato parisien. Il y a besoin aussi d'avoir des joueurs formés localement parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc ça, l'aspect financier, les clubs qui sont tous en galère de manière assez sérieuse, je pense qu'on minimise un petit peu ce côté économique en Europe actuellement. Tout ça ferait que, pourquoi pas, moi, Bakayoko, je ne suis pas fan encore une fois, mais ça me paraît assez cohérent en tout cas comme piste sur la réflexion. Tu Yacine. préférais pas Soumaré de Lille Ouais, que tu as vu hier soir, là? C'est pas mal aussi. Hein. Ah bah lui, c'est très intéressant, mais c'est très cher aussi. Yacine. Ah Quand oui, il arrive, Bakayoko, en dehors des affinités que chacun a avec le footballeur, c'est celui qui correspond à enfin la description qu'a faite Leonardo. C'est-à-dire qu'avant, on a fait des descriptions, on n'a jamais pris le joueur qui correspondait. Là, en tout cas, par rapport à ce qu'il a dit, si tu fais un profil, il est dedans. Donc déjà, ça paraît un peu plus cohérent que tout ce qui s'est passé avant. On disait, il nous faut un 6, on a pris Gay. Il nous faut un mec ceci, cela, on a pris Paredes. Il n'y en a aucun qui correspondait au profil qu'on attendait. Donc au moins, il correspond à la description. Et Yacine, tu le verrais dans ce 4-4-2 au Paris Saint-Germain? Tu penses qu'il a les qualités, comme le disait Nico, pour intégrer le 11? Oui, après moi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ses références sur les 5 dernières années, c'est sa saison à Monaco. Alors, il joue dans ce système-là. À l'AC Milan aussi, il a été bon quand même. Il a été bon quelques temps. 6 mois, Parce que il semble. rappelez-vous, Ouais, 6 rappelez-vous mois. les premières déclarations de Gattuso, il le défonce. Oui, oui. Mais parce qu'ils s'entendaient pas avec son entraîneur aussi. Ouais, mais non, parce que Gattuso, il reste c'est avec Gattuso qu'il continue à jouer. Mais au début, il n'est pas du tout content ni de sa position, ni de son intelligence de jeu. Rappelez-vous tout ce qu'il dit sur lui. Ouais, Après, Il était prêté au Milan, hein, on est d'accord. Hein. Oui. C'était un prêt. Il appartient toujours à Chelsea. Ouais. Parce qu'il avait été prêté à Monaco là, les 6 derniers mois, il me semble, Ouais. toute la saison. C'est ça. Il est en sous-contrat avec Chelsea jusqu'en 2022 de toute façon. Donc, voilà, donc il lui reste 2 ans de contrat. Voilà, c'est ça. Donc un prêt avec option d'achat est envisageable parce qu'il a été prêté ces dernières saisons. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc dans le système de Monaco, il était comme ça. Il jouait avec Fabinho. Voilà. Donc il correspond si il est capable de répéter les matchs qu'il faisait à Monaco. Si c'est les matchs qu'il a fait après, il y a eu des bons matchs, mais il y a eu beaucoup de matchs aussi. Si Chelsea l'a pas gardé, c'est qu'il y a une raison. À Milan, il a été bon quelques mois, mais les premiers mois, ça a été dur. Donc, après, voilà. Yacine, il va jouer dans une équipe qui aura à 80% la possession du ballon, donc je pense que ça peut le faire. Hein. Bien sûr. Je ne dis pas le contraire. En tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est un potentiel qui peut faire quelque chose. Oui, puis il rentre dans une rotation s'il arrive à Paris. Hein. C'est pas un joueur qui arrive et qui s'impose directement en tant que titulaire, je pense. Donc, c'est une recrue intéressante. Il y aura de toute façon des. Leonardo, moi, je continue à être très confiant en Leonardo. Je lui donne toujours du crédit. Moi, je pense qu'il va nous sortir de son chapeau les 2-3 joueurs qu'on attend tous. Ce ne sera pas forcément comme tu disais, Mousse, des Koulibaly, des transferts à 50-60 millions. Ça me paraît compliqué aussi de les faire maintenant. Mais il va trouver Leonardo, il va nous trouver quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Par contre, Leonardo, si tu fais venir un milieu, quel qu'il soit, tu es quand même obligé de te séparer d'au moins un milieu. Tu ne peux pas regarder 4 mecs sur le banc, surtout si tu joues en 4-4-2. Si tu ramènes un milieu de terrain comme Bakayoko ou autre, tu fais quoi d'Herrera, tu fais quoi de Gay, tu fais quoi de Paredes. Donc forcément, je pense que Leonardo, c'est vrai, hein, s'il pouvait, il vendrait un des milieux. Et je pense que pour lui, dans son esprit, peut-être plus facile de vendre un Gay en première ligue que se séparer peut-être d'un Herrera qui a un salaire énorme, qui doit être à 10 millions d'euros annuels, Herrera, parce qu'il est venu gratuitement, il n'a pas coûté cher. Donc Herrera, est-ce qu'il a un contrat de 4 ans ou 5 ans je ne sais pas s'il va vouloir partir, parce que qui va donner le même salaire à Herrera? 10 millions, c'est impossible. Parce que tu as déjà le transfert à payer, il faudra qu'Herrera baisse ses émoluments. Donc difficile à faire partir. Paredes, qui lui se plaît à Paris, dans le vestiaire, il est le garde du corps personnel de Sa Majesté Neymar. Donc pareil, difficile à faire bouger. Donc je vois pas comment on peut empiler autant de milieux et sans aucun départ. Moi, ça me paraît compliqué. Donc il va falloir qu'il trouve aussi des portes de sortie pour certains joueurs. On verra en tout cas, il y a jusqu'au 5 octobre pour Leonardo et le Paris Saint-Germain pour recruter les joueurs dont ils ont besoin. On en reparlera évidemment dans le podcast. On arrive à la fin du 61e numéro du podcast Hors Jeu Capital. Je voulais vous remercier tous les trois, Yacine, Nicolas et Mousse, d'avoir été avec nous pendant plus d'une heure pour débriefer la performance du PSG hier et les sujets de l'actualité du Paris Saint-Germain.
Et puis on se donne rendez-vous. Voilà. Là, ce ne sera pas la semaine prochaine. Hein. Le PSG ne jouera pas en milieu de semaine. Il va pouvoir se reposer et souffler une semaine avant son match contre Brest, hein, c'est ça? Non, Reims. Contre Reims qui joue qui joue un match de barrage de Ligue Europa jeudi. Donc, contre les Hongrois je ne sais plus c'est quoi le nom de l'équipe, mais les Hongrois. c'est l'ancien Vidéoton. Ouais. Ils ont été rebaptisés en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. clair. C'est ça. Oui. Reims qui a gagné contre le Servette Genève cette semaine et donc qui a encore des tours à passer avant d'être qualifié pour les phases de poule d'Europa League. C'est un sacré périple pour arriver jusqu'au. 3 matchs, il me semble. Ouais. C'est compliqué. Et rappelez-vous, Strasbourg, la saison dernière, ça les a mis dedans totalement. Donc, il n'y a pas de match retour. Ouais. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de match retour dans la formule proposée par l'UEFA. Donc ça fera 3 matchs au lieu de 6. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, on se retrouvera en tout cas pour débriefer évidemment ce match dans le podcast. Merci à tous et puis on se dit au prochain podcast. Salut les gars. Ciao. Salut.